Cher François, chers amis du Modem, je suis revenu vers vous, ici, à Gien, comme l'an passé, parce que vous m'avez à nouveau invité et que j'ai gardé un bon souvenir de ce passage à Gien l'année dernière. Il pleuvait abondamment. Nous sommes sous le soleil. Les choses progressent, François. Je suis venu vers vous en ma qualité de président de l'Alliance centriste, la vraie Alliance centriste. Qu'on ne s'y méprenne pas dans les sigles. Et vous savez que le combat que nous menons, c'est celui du rassemblement de tous les centristes. Et s'agissant des combats que nous avons amenés dans l'immédiat, François l'a rappelé, je suis venu vers vous pour faire une parenthèse dans la campagne des sénatoriales. Alors bien sûr, ça ne suscite pas l'émotion du grand public, mais pour ceux qui sont candidats, ce sont des moments exigeants. Il faut aller à la rencontre des grands électeurs et expliquer que le Sénat, au sein duquel aucun groupe n'est majoritaire et il est peu probable que ceci change demain, que le Sénat peut être le lieu de la libre expression et le creuset de consensus qui vont au-delà des considérations partisanes. Et à cet égard, si je suis venu vers vous, c'est aussi parce que le groupe centriste dont je suis membre est en quelque sorte la préfiguration de ce que pourrait être le rassemblement des centristes. Et j'ai personnellement beaucoup apprécié les conditions dans lesquelles on a pu, avec le Modem de François Bayrou, préparer cette échéance. Et ça n'a pas été facile avec tous les centristes, puisque certains de nos amis sortants, qui sont d'excellents sénateurs, et je veux en témoigner, au premier rang desquels Jean-Jacques Gégou, au premier rang desquels Jacqueline Gouraud, au premier rang desquels Denis Badré et Jean-Marie Van Larenberg. Eh bien, j'ai été peiné de constater qu'ils devaient affronter d'autres centristes à l'occasion de cette élection. Je veux leur dire les vœux très chaleureux que je forme pour toi, Jean-Jacques, pour Jacqueline, pour Denis et pour Jean-Marie et pour tous les candidats qui se présentent aux élections sous l'étiquette Union centriste. Oui, le rassemblement centriste est une nécessité. Et je me réjouis qu'au fil des années et des mois, nous puissions ensemble discuter, confronter nos analyses et commencer à converger sur un certain nombre de réformes qui sont des réformes lourdes, des réformes structurelles, et qu'à l'évidence, ces réformes ne pourront pas être mises en œuvre un camp contre l'autre. C'est vrai pour la vision que nous avons de l'Europe. Sylvie en a parlé ce matin. Comment se fait-il que cette gouvernance ait été à ce point défectueuse? Pouvions-nous échapper à l'institution d'une monnaie unique dès lors qu'on avait, après un marché commun, un marché unique, et que la diversité des monnaies faisait que l'instabilité ruinait la croissance et détruisait l'emploi? Nous avions besoin de cette monnaie unique. Mais comment faire naître une monnaie orpheline d'État? Comment se priver d'une gouvernance économique? Alors on avait imaginé un règlement de copropriété qu'on a appelé le pacte de stabilité et de croissance. Un ensemble de disciplines budgétaires promis jurées, puisqu'on a l'euro et les bienfaits qu'il nous apportera, sans définir des déficits publics. Et si par malheur nous sommes confrontés à une crise, ça ne devra pas aller au-delà de 3% de déficit par rapport au PIB. Or, le monde a changé. Le monde s'est décloisonné
et des pays émergents sont à l'œuvre avec une belle intensité. Il y a d'un côté les pays qui produisent plus qu'ils ne consomment et qui accumulent des réserves. Ils ont des fonds souverains, comme ceux des pays qui nous fournissent du pétrole ou du gaz. Et puis, il y a les pays qui sont restés à des niveaux élevés de consommation et qui sont en train de perdre une partie de leur potentiel de croissance. Et ces pays-là font des dettes souveraines. D'un côté, les fonds souverains, de l'autre côté, les dettes souveraines. Et on a cru longtemps que les dettes souveraines n'étaient pas un problème, jusqu'au jour où le souverain surendetté n'a plus de souveraineté. Ça n'est plus le gouvernement, ça n'est plus le Parlement qui décide de l'âge de la retraite, de l'âge de départ à la retraite ou bien du niveau de rémunération des fonctionnaires. Ce sont les créanciers. Sommes-nous bien conscients de cela? Le constat a été rappelé ce matin, et c'est dire s'il y a urgence à revoir la gouvernance européenne. Car comment se fait-il qu'on ait pu transformer ce pacte de stabilité et de croissance en un pacte de menteurs et de tricheurs? Comment se fait-il que l'Europe n'ait jamais voulu, par respect des souverainetés, donner à la Commission les moyens d'appréhender la sincérité des comptes publics? Certains États, on le voit, ont maquillé leurs comptes publics pour dissimuler l'ampleur des déficits et de leurs dettes et donner l'illusion du respect de la règle. Cette Europe-là ne peut pas continuer ainsi. Et nous avons des devoirs vis-à-vis des Grecs, car nous avons toléré la situation dans laquelle ils sont. Les abandonner serait mettre un certain nombre de créanciers en difficulté, des banques françaises, des compagnies d'assurance françaises, et en grattant un peu peut-être quelques contrats d'assurance vie en unité de compte. Et puis, si on laisse tomber la Grèce, alors c'est l'euro qui va disparaître. Et si nous retrouvons demain nos monnaies nationales, certaines de ces monnaies s'apprécieront par rapport à l'euro, car toutes nos dettes aujourd'hui sont en euros. Il y aura ceux des pays dont la monnaie s'appréciera, et pour eux, pas de problème pour rembourser les emprunts. Ce sera le cas de l'Allemagne et des pays de l'Europe du Nord, Et puis il y aura le club méditerranéen. Et si la France peut être le trait d'union, je crains qu'elle soit quand même dans le groupe du Sud, dans ceux des pays dont la monnaie se dépréciera par rapport à l'euro et dont le remboursement des dettes sera encore plus douloureux. Donc, chers amis, il est urgent de donner à l'Europe une gouvernance digne de ce nom et que les règles soient respectées. C'est en quelque sorte l'état d'urgence, François, pour l'Europe. Mais état d'urgence aussi pour la France. Je dois dire que j'avais hésité en publiant un livre au mois de mars entre SOS, finances publiques ou bien état d'urgence. Oui, il y a état d'urgence pour la France. La France a fait, il y a une quinzaine d'années, le choix d'une société de consommation et de loisirs. Magnifique projet pour les élections du lendemain. Mais impasse totale, car ça n'est pas soutenable. Et donc, il va falloir remettre le cap sur la production, sur l'industrie, sur l'entreprise. Priorité à l'éducation, vous en avez parlé ce matin et François développe son ambition en ce domaine dans son livre, mais également nécessité de produire à hauteur de ce que nous consommons. La France a dû constater 35 milliards de déficit commercial au premier semestre et Bercy vient de publier une prévision selon laquelle le déficit 2011 pourrait bien être de 75 milliards. Cette situation est proprement intenable. Il y a des réformes fondamentales à mener. Elles ne pourront pas être conduites clandestinement. Nous devons ouvrir ce débat devant les Français, dans la clarté, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il n'y a pas ici place pour des considérations doctrinales. Ces facilités, ces conventions de langage, cet illusionnisme politique a vécu. Notre devoir, notre identité, notre originalité, et c'est d'inscrire notre projet en dehors de tout déni de réalité. Nous avons un devoir de vérité, faute de quoi nos compatriotes ne voteront plus, ou bien alors ils voteront pour les extrêmes, sorte de bras d'honneur pour les partis qui, par tradition, ont exercé et veulent exercer le pouvoir. C'est là notre place, François. Et il faudra être pédagogue. Tout à l'heure, je vous entendais parler de la TVA. Et je me réjouis
que nos pensées aient commencé à converger. Je veux simplement dire que ça n'est pas simple avec la TVA. L'autre jour, j'étais interviewé par une radio du réseau de France Bleu dans mon département, alors que François Fillon venait de rendre compte des propositions qu'il faisait pour gager l'équilibre de nos finances publiques et le respect de nos prévisions. Et je disais qu'il allait dans la bonne direction et que ce qu'il proposait était très en deçà de ce qu'il fallait faire et qu'il manquait une disposition de compétitivité. Et pour illustrer mon propos, je rappelais mes convictions en matière de TVA sociale. Et alors j'ai développé mon argumentation. Et le lendemain matin, sur France Bleu Mayenne, on a dit, ben voilà, on m'a laissé parler, bien sûr. Et comme la journaliste voulait résumer ma pensée, elle a dit, Monsieur Arthuis propose une hausse de la TVA. Succès assuré. Comme au soir du premier tour des élections législatives de 2007, lorsque Laurent Fabius a interpellé le tout nouveau ministre de l'économie et des finances, Jean-Louis Borloo, dont la réponse était telle que Fabius a pu dire que finalement, les candidats de l'UMP allaient faire payer les pauvres pour financer les cadeaux aux riches. C'était d'un cynisme total, d'une efficacité politique redoutable. Je veux simplement vous dire que s'agissant de la TVA, si vous en venez à ne consommer que des produits qui viennent de l'étranger, dites-moi à quel moment vous participez au financement, en tant que citoyen, au financement de votre protection sociale. Seuls ceux qui consomment des produits issus des travails français peuvent dire que dans le prix qu'ils paient, il y a une fraction du prix qui correspond à des cotisations ayant assuré le financement de l'assurance maladie et des allocations familiales. Si nous continuons ainsi, chers amis, demandez-vous ce qui restera encore sur notre territoire demain, car c'est un argument supplémentaire pour délocaliser des activités et des emplois. Soyons pédagogues et osons réformer. Alors peut-être faut-il appeler autrement cette TVA sociale. Je reconnais aujourd'hui que d'autres voix commencent à le proposer, d'abord dans notre famille. Et François, je trouve qu'on se rapproche là sur ces questions-là. Il y a Manuel Valls qui en dit du bien. Jean-François Copé, qui est plus intelligent que moi, qui parle de TVA anti-délocalisation. Mais c'est la même chose. Et Valérie Pécresse, il y a quelques jours, disait ses convictions personnelles pour la TVA sociale. Donc on progresse. Et prenons le temps du débat et expliquons ce que nous voulons faire. Et ça n'est pas simple dans un monde particulièrement complexe. Il y a également, mes chers amis, état d'urgence pour le centre. Et l'état d'urgence, c'est que nous puissions nous réunir, nous rassembler, travailler ensemble, faire taire toutes les pseudo-querelles d'ego ou championnats d'ego. L'heure, c'est de nous retrouver, François, dès le lendemain des élections sénatoriales. Laisse à ceux d'entre nous qui sommes candidats le temps de finir cette campagne, mais dès le début du mois d'octobre, nous devons ensemble approfondir notre vision du monde, des enjeux de la mondialisation. Qui peut croire à ces idées fantasques de démondialisation? La mondialisation est là. Nous vivons dans une communauté planétaire. Alors, tirons-en les conséquences. C'est tellement commode quand on veut faire plus de profit ou alors tirer de meilleurs prix, céder au fantasme de la grande distribution qui veut protéger les consommateurs, mais qui, pour y arriver, étrangle les producteurs et obligeant les plus mobiles d'entre eux à se délocaliser. Donc, surmontons, chers amis, toutes ces contradictions. Il y a forcément une voie possible. C'est aussi, il faudra à la fois réduire nos dépenses publiques. Si nous dépensions à la même hauteur que nos voisins allemands, la dépense publique française serait de 160 milliards inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Il faudra aussi dire simplement que nous ne pourrons pas réussir sans augmenter les impôts. Et pour augmenter les impôts, d'abord mettre un terme à ce concours l'épine de la défiscalisation avec ces niches fiscales qu'on a multipliées, répondant à des attentes catégorielles. Et l'État, finalement, en vient à s'endetter pour maintenir des inégalités. Quel paradoxe! Il n'y a pas d'avenir en cela. Ces niches fiscales sont une offense à la raison.
Certaines d'entre elles peuvent être préservées, sans doute, mais la plupart d'entre elles faussent les mécanismes de fixation des prix et participent, dans bien des cas, à des opérations totalement artificielles. Elles font le bonheur des avocats conseils en fiscalité, peut-être même des experts comptables, mais là n'est pas d'avenir. Nous devons, avec beaucoup de gravité et un sens de la justice et du réalisme, mettre un terme à cette dérive. S'agissant du simple impôt sur le revenu, cela nous coûte chaque année 37 milliards. Si on en déquille la moitié, on peut faire l'économie d'une vingtaine de milliards, et voilà comment on peut amorcer le rééquilibrage des comptes publics. Et puis, s'agissant de l'impôt sur le revenu, je crois qu'il y a place pour au moins 2 tranches supplémentaires. Jean-Pierre Levade le propose dans son ouvrage, une tranche à 45% et une tranche à 50%. Et puis peut-être faudra-t-il aussi revoir et l'assiette et les modalités d'imposition des plus-values mobilières et immobilières, parce que là aussi, il peut y avoir des tentations d'optimisation fiscale. Mes chers amis, le centre est attendu. Et Bernard, j'ai attendu de ton propos la troisième hypothèse, celle dans laquelle le candidat centriste sera en effet l'un des deux sélectionnés pour le second tour en 2012. Mais avant cela, chers amis, rassemblons-nous, prenons le temps d'écrire ensemble notre projet pour la France et pour l'Europe, un projet qui se distingue par l'exigence de vérité, qui se distingue par le réalisme des propositions, la faisabilité des propositions. Sortons de ces programmes pluriannuels qui ne s'équilibrent que parce qu'on a retenu une hypothèse de croissance de 2,5% qui, en l'état actuel, est absolument irréaliste. Quand le gouvernement fait cela, il est critiqué par le Parti socialiste, mais quand le Parti socialiste sort son programme de gouvernement, quelle hypothèse de croissance retient-il? 2,5%. Et peut-être même 3. Donc, sortons du déni de réalité. C'est pour cela, si nous ne sommes pas capables de cela, alors nous n'avons pas place dans cette élection présidentielle. Mais si nous en sommes capables, alors faisons-le ensemble, et puis espérons que depuis le Sénat, il y aura un groupe centriste, Union centriste, suffisamment nombreux, et que tous ceux qui étaient tentés par la création d'un deuxième groupe centriste renoncent à leur initiative, car elle est une impasse. Merci et bonne université d'été.